chef d'équipe que j'ai accompagné sur son poste et il a passé, de mémoire, 40 minutes sur de la recherche de rouleaux adhésifs. Mais il s'en est pas rendu compte. Oui. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Arnaud Huvelin et je suis le fondateur de Déclic. J'aide les industriels à faire du bâtonnage et du chronométrage digital grâce à des boutons poussoirs connectés tout terrain, qui s'utilisent avec des gants, se nettoient au Karcher et résistent aux environnements ATEX. Après avoir rencontré des centaines d'industriels, j'ai remarqué que le Lean s'applique sur le terrain et que c'est avant tout des histoires de femmes et d'hommes. C'est pour vous partager leurs histoires que nous avons créé le podcast Le Déclic du Lean. Inventée par Toyota, cette méthode a fait ses preuves dans beaucoup d'usines, mais elle reste encore trop théorique. Vous voulez enfin vous lancer dans l'aventure, mais vous avez beaucoup d'appréhension ? Ici, on vous partage des cas concrets d'application Lean dans l'industrie. Des réalités vécues par des femmes et des hommes qui ont tous le même objectif, mettre l'humain au cœur de la productivité. De l'actionnable, du concret, bref, le tout pour avoir le déclic du Lean. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du déclic du Lean. Aujourd'hui, je suis avec Eric. Salut Eric. Salut Arnaud. Eric, je sais que tu as écouté quelques épisodes avant. Du coup, tu connais ma question favorite. Comment est-ce que ça va ? Comment ça va vraiment ? Écoute, ça va vraiment plutôt bien. Ça va vraiment plutôt bien. On est dans une dynamique intéressante chez Kaizenway et j'ai beaucoup de projets en tête. Donc moi, tant que j'ai des projets en tête, tout va bien. Tant que l'esprit est occupé et qu'il y a une roadmap, comme on dit, c'est le bonheur. Eric, tu nous as parlé du coup de Kaizenway. Tu peux nous en dire un peu quelques mots, c'est quoi Kaizenway ? Donc Kaizenway, c'est un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans les métiers du Lean, de l'amélioration continue, de l'accompagnement managérial. Et notre secteur préférentiel d'activité, c'est l'industrie. Et on est avant tout des opérationnels avant d'être des formateurs. Ce qui fait qu'on est très sensibilisé à l'aspect terrain, à l'aspect humain et à l'aspect amélioration avec ce qui est possible vraiment d'être réalisé. Donc, en gros, si je résume, tu vous formez des managers à faire de l'amélioration continue. Oui, c'est ça. On forme des managers à faire de l'amélioration continue. Ça, j'ai envie de dire que c'est peut-être un objectif final, mais le point essentiel que l'on fait, c'est que on va les former, on va les accompagner sur des méthodos, mais également sur une posture managériale à adopter dans leur quotidien. Ok. Donc c'est le Lean au service du management, mais c'est plutôt la formation du manager avec des outils Lean, quoi. Exactement. Ok. Et pour mettre un peu en contexte pour les gens qui nous écoutent, t'as visité combien d'usines dans ta vie ? Oula. Comme ça, je dirais, enfin, une visite vraiment fouillée, peut-être une 50aine, ouais. Et même des visites, tu vois, assez courtes, mais où tu vois quand même des choses. Mais de toute façon, après, dans notre déformation professionnelle, dès qu'on arrive dans un environnement, les premiers réflexes que l'on a, c'est ça, il faudrait aller chercher de quoi l'améliorer. Là, on a identifié un axe de progrès. Là, et en fait, après, on se limite puisque au début, on n'est pas là pour ça. Parfois c'est un peu frustrant, mais oui, c'est intéressant parce que on a toujours quelque chose à dire. Mais en même temps, à force de visiter des usines, de rentrer dans le détail dans plein des dizaines et des dizaines d'organisations, j'imagine que tu dois commencer à avoir des schémas, des erreurs qui se répètent. Moi, on me dit souvent dans le podcast, les consultants tout le temps, comme toi me le dis, j'imagine que tu vas partager ça à 100%. Si l'équipe dirigeante, elle est pas impliquée, motivée, ça sert à rien. Ça, c'est effectivement, c'est même une évidence. Et en l'occurrence, si l'équipe dirigeante n'est pas impliquée, nous, ça nous arrive de dire, pour l'instant, on peut vous accompagner, mais le gros de notre accompagnement, on va en reparler dans quelques mois parce que pour le moment, il semble que les conditions ne soient pas réunies.
C'est très politiquement correct, ça. Les conditions ne sont pas réunies. Non, c'est très politiquement correct, mais on n'est pas là pour. On fait pas de l'accompagnement pour faire du business. On fait de l'accompagnement parce que derrière on a une vraie envie, une vraie volonté de s'enrichir intellectuellement et émotionnellement. Et ça nous intéresse pas parce qu'on en a eu des cas comme ça où on accompagne parce que malgré tout la direction nous pousse à le faire. Et au final, on termine sur un projet qui ne porte pas toutes ne porte pas tout le potentiel qu'on aurait pu aller chercher, et ça c'est hyper frustrant, et on n'aime pas être frustré. Et du coup, alors je suis vraiment pas du genre, tu vois, je veux pas, j'essaye de tout faire en tout cas pour que ce podcast devienne pas un lieu où on tape sur les mains des directeurs, où on tape sur les mains des dirigeants. Pour moi, il y a une seule équipe, c'est l'équipe de toute l'usine. Mais moi, je voudrais plus rentrer dans. Mon objectif, c'est un peu de donner des armes, tu vois, d'essayer d'aller trouver un peu ces petites astuces, ces bonnes pratiques pour faire en sorte que le lean se diffuse. Moi, tu vois, c'est ça. Moi, je suis un sachet de thé et je veux faire en sorte que le lean se diffuse. Comment est-ce que on fait pour quand on a une équipe dirigeante qui croit pas au lean? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des, tu vois, ou alors est-ce qu'il vaut mieux comment tu fais quand tu as une équipe dirigeante qui croit pas au lean? Si tu veux, moi je parle très peu de lean quand je rencontre un dirigeant, une dirigeante. Je parle très peu de lean parce que le lean, on peut l'appeler comme on veut. Moi, ce qui m'importe, c'est comment on peut aider notre client à améliorer son niveau de performance, mais comment on peut le faire de manière à ce que ce soit fait de manière pérenne. Et souvent, les dirigeants et mes confrères ont dû le rencontrer souvent, ce cas de figure. Ils vont nous dire, on a déjà un responsable lean chez nous, on a déjà une équipe lean chez nous. Vous allez juste venir nous faire du PowerPoint. Je caricature, évidemment. Non, mais t'as raison. De manière générale, en moyenne. Mais moi, je parle pas très souvent de lean. Je parle surtout de c'est quoi vos enjeux et comment on peut vous aider à améliorer votre performance. Mais au-delà de vous dire ça, parce que effectivement des experts lean chez vous en avez, il y en a sur le marché. Nous, ce qui compte, c'est au-delà de la volonté du dirigeant, c'est comment on fait pour que l'homme avec un grand H, donc qui est au cœur de toutes les démarches, comment on fait pour que les managers qui doivent transmettre les informations, les consignes, et qui doivent remonter les écarts et les risques, comment on fait pour que eux soient en capacité de faire cette amélioration, et comment ils peuvent être en capacité d'engager leurs employés. Et c'est là que on a une écoute de la part de nos clients, et évidemment que on va utiliser des méthodes lean, mais le point principal pour nous, c'est de répondre à un besoin en adressant le sujet amélioration avec les méthodes, mais le sujet aussi posture managériale, comportement managérial, et comment aller engager les employés. C'est hyper intéressant. Moi, le premier tip que j'entends, c'est finalement, il faut pas forcément parler de lean avec un directeur d'usine directement, parce que il en a une vision peut-être déformée, il en a peut-être déjà fait, comme tu disais. Exactement. Et peut-être que en fait et ça a sûrement pas marché d'ailleurs, parce que c'est comme quand tu vas à la salle. Moi, j'aime bien faire ce parallèle comme quand tu vas à la salle de sport. Si tu sais pas comment t'entraîner, tu peux y aller tous les jours et peut-être pas y avoir de résultats. Oui, c'est ça. Et puis c'est pas la peine de mettre des mots absolument sur des choses qui de toute façon sont évidentes. Quand on fait de la prose, on dit pas est-ce que ça vous dit qu'on fasse de la prose. On le fait. C'est pour nous, si tu veux, l'outil, la démarche lean, c'est quelque chose qui est très largement, on va dire, répandu et puis utilisé. Et nous, c'est vraiment une base. Mais voilà, on n'en fait pas, si tu veux, un argument d'accompagnement. C'est nécessaire, mais pas suffisant.
Et donc, ok, premier conseil, il est pas mal. Déjà, on parle pas de Lean, ça sert à rien. Tout le monde a entendu parler, tout le monde sait ce que c'est plus ou moins, amélioration continue. Et justement, vu que ça a été très répandu, ça a été mal répandu, c'est sûrement déformé aussi dans ce que c'est. Moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent oui, mais le Lean, en fait, dans la tête de mon directeur, c'est réduire les coûts et virer des gens. Ou dans la tête de mes opérateurs aussi, c'est virer des gens et réduire les coûts, et faire travailler plus. Oui. Et du coup, c'est ça aussi une première. Tu mets le doigt sur quelque chose d'important. Le Lean, en fait, a mauvaise réputation finalement. Je vais même te dire, j'ai un client une fois qui m'a demandé de ne pas utiliser le terme Lean dans notre présentation, dans notre approche, parce que effectivement, ça avait une connotation, une mauvaise connotation. Donc voilà. Après, moi, j'aime bien appeler un chat. Maintenant, c'est pas le point le plus important de toute approche d'accompagnement. Si tu veux, pour apporter une vision et en tout cas une image de ce que nous on apporte à nos clients, on va beaucoup plus focaliser sur. Toi, tu aimes bien les images, je vais t'en donner une. Dans un moteur de voiture, nous on va être focalisé sur la courroie de distribution. Oula, alors là, tu pars sur... Moi, je vois, hein, mais tu pars sur un truc un peu technique. En fait, très simplement, tu vas avoir dans toute organisation des gens à des postes, des fonctions. Tu vas avoir des machines. Les gens vont investir dans des machines que j'associe à des moteurs de plus en plus puissants, de plus en plus fiables, de plus en plus intégrant de plus en plus de fonctionnalités. Mais ce qui manque la plupart du temps, c'est comment on fait le lien entre tout ça, entre les différentes couches hiérarchiques, entre les différents services, entre les différentes problématiques et comment on le fait et quand on le fait, est-ce qu'on le fait de manière à impliquer et à engager tout le monde. C'est vraiment ça le truc. On va aider toute organisation à améliorer sa distribution. Ouais. Ben en fait j'aime bien cette image du coup parce que en fait tu dis ça sert à rien d'avoir le moteur le plus performant du monde si derrière tu t'envoies pas la puissance aux roues ou alors t'envoies que 50% de la puissance, ça sert à rien quoi. Exactement. Tu gaspilles de l'énergie pour rien. Exactement. Dans la plupart des usines que tu rencontres et que tu vois, est-ce que tu dirais que les équipes dirigeantes, est-ce que les gens, ils ont souvent utilisé des procédés, des méthodes d'amélioration continue, ou plutôt ils ont souvent pas essayé? Ils ont souvent, alors comment je vais dire ça, ils ont souvent les bonnes bases en termes d'amélioration continue. C'est quoi les bonnes bases? Quand je parle de bonnes bases, c'est les bases théoriques, c'est le côté qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit mettre un SMED en place, est-ce qu'on doit mettre un chantier Kaizen en place, est-ce qu'on doit aller identifier des gaspillages, du Muda, Mura, Muri, etc. Ça, si tu veux, techniquement, il y a des experts partout. Et même en interne des clients, il y a des experts partout. Donc ça, c'est intéressant. Ils connaissent déjà, parce que tout ce que tu as dit là, alors, d'habitude dans ce podcast, je coupe. Muda, 5S, SMED, je coupe. Moi, je pense que j'ai assez coupé sur les épisodes précédents. Je demande aux invités d'expliquer, on fait des digressions, etc. On va pas expliquer les méthodes, mais ce que tu dis, moi, je veux juste souligner, je trouve ça hyper intéressant. Les gens qui sont pas forcément formés à l'amélioration continue connaissent quand même déjà les outils et la finalité. Oui, parce que ça reste du bon sens. Ça reste du bon sens. Faut le pratiquer évidemment, mais à partir du moment où t'as la tête bien faite, c'est du bon sens et c'est beaucoup d'observation et d'analyse sur le terrain. Donc l'aspect j'ai identifié les axes d'amélioration. Nos clients savent le faire. On n'est pas en train de révolutionner les choses en arrivant chez un client et en disant tiens, j'ai identifié que là sur tel changement de format ou tel changement de série, on peut aller gagner tant de minutes, etc. Ça, ils savent le faire. Ils savent le faire. C'est pas du tout notre point. Par contre, ce qu'ils ont plus de mal à faire, et il y a pour moi 2 raisons à ça. Ce qu'ils ont plus de mal à faire, c'est à engager tout le monde dans les changements.
quand on identifie des axes d'amélioration, c'est pas juste le responsable lean qui doit aller mettre en place ces améliorations, c'est chacun. Et d'ailleurs, notre cabinet s'appelle Kaizen Way. Le Kaizen, c'est l'amélioration continue par chacun tous les jours. Et c'est vraiment notre ADN. Et quand on va rencontrer nos clients, ils ont des experts qui identifient les points d'amélioration, mais pour deux raisons, ils ne le font, on peut dire, pas forcément de manière pérenne ou pas forcément de manière efficace. La première, c'est que ils sont formés plus à l'outil qu'à l'accompagnement humain, à la conduite du changement. Et ça, c'est quelque chose que je vois systématiquement. Ils veulent aller vite, ils comprennent les choses, mais c'est une chose de bien comprendre les fondamentaux et de bien comprendre les outils Lean. C'est une autre chose d'emmener les gens. Et pour emmener les gens, il faut aussi savoir parfois se mettre à leur rythme. Il faut aussi parfois savoir identifier les différentes étapes dans une courbe du changement. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas courant chez nos clients. C'est pour ça qu'ils ont la plupart du temps du mal à intégrer un changement lean de manière efficace. La deuxième raison, ouais, vas-y. J'ai un peu l'impression que c'est facile de les méthodes, tu vois, le 5S, le Muda, le SMED, etc. C'est facile à apprendre finalement. Absolument. Tu vas sur Wikipédia, tu tapes 5S, tu tapes SMED, tu lis le truc, comme tu l'as dit, tu vois, le SMED, Single Minute Exchange of Die. Ok, comment est-ce qu'on fait pour éviter les gaspillages et les pertes de temps sur des procédés, etc. Bon. Le 5S, c'est en gros, tu ranges si je caricaturise, tu ranges ton établi. Et oui, quand ton établi il est rangé, quand ton atelier il est rangé, que les outils sont à leur bonne place, tu vois ce qui manque. Et tu travailles. Alors, le 5S, juste la petite digression, du coup c'est moi qui te l'a fait. Vas-y. Le 5S, c'est pas juste du rangement, le 5S c'est vraiment pour la finalité, c'est rendre l'erreur visible. Oui, pardon, désolé. Non mais je faisais une énorme digression, t'as raison, c'est très bien de me corriger. Mais je faisais une énorme digression plus simple. Mais en tout cas, et donc tu as raison, rendre l'erreur visible. Et comme tu l'as dit, j'ai la tête bien faite. Finalement, ces outils-là, je les comprends très vite. Tout le monde les comprend très vite et peut les mettre en place. Mais l'erreur qu'il y a derrière, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, le plus gros du travail, c'est le changement humain. À la fois le tien et à la fois celui de tes collaborateurs. Absolument. Et ça, il n'y a pas beaucoup de pages Wikipédia qui l'expliquent. C'est ça. Et il n'y a pas beaucoup de pages, c'est beaucoup de, justement, c'est notre valeur ajoutée, hein, c'est notre expérience en tant qu'accompagnant dans ces démarches-là. Et la deuxième raison, parce que j'ai dit qu'il y avait pour moi deux raisons qui faisaient que les clients, malgré leur expertise ou leur expert Lean, avaient du mal à intégrer des changements Lean de manière pérenne. La deuxième raison, c'est tout simplement que une personne en interne peut ne pas avoir la légitimité pour X raisons. C'est un ingénieur Lean qui a 3 ans d'expérience, qui doit aller parler à des chefs d'équipe qui ont 25 ans d'expérience sur le site, ou alors c'est quelqu'un qui il y a 3 semaines a mis en place quelque chose qui n'a pas fonctionné. En fait, il y a beaucoup de raisons qui font qu'en interne, pour le responsable Lean ou l'expert Lean, c'est compliqué d'engager des changements parce que il n'a pas une casquette neutre. Il n'a pas une casquette je suis tout blanc entre guillemets, faites-moi confiance. Comment est-ce qu'on fait quand on a cette problématique-là de la jeunesse? Parce que c'est ça que tu as dit, de la légitimité. Est-ce que tu as des astuces, tu vois, quand on se sent pas légitime pour aller sur le terrain? Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles, des raisons ou des prétextes pour lesquels les interlocuteurs peuvent trouver une personne non légitime. Le plus important pour la personne qui est ressentie comme non légitime, c'est effectivement de montrer qu'elle a une objectivité sans faille et que derrière ce qu'elle apporte, elle le fait pas pour elle, elle le fait pour l'entreprise. Donc en fait, il faut du temps après. En fait, déjà, quand tu dis une objectivité sans faille, en fait, elle est pas là pour apporter une expertise, en fait. Alors, elle est là pour apporter une expertise, mais elle est pas là pour, on va dire, arbitrer ou décider à la place des premiers concernés.
Ok. C'est là que l'exercice est pas simple, parce que en tant que responsable ligne, ouais, vas-y. J'ai un exemple d'une de nos interviewées précédentes qui s'appelle Pauline Laudrin. Elle avait fait un truc, et je sais pas si ça rentre dans ce que tu dis, tu vas me dire. Donc elle était toute jeune, hein. Elle arrive, je crois qu'elle devait avoir à peine 20 ans, ligne de production, des mecs qui sont là depuis 20 ans. Donc tu vois, c'est vraiment on est pile poil dans ce que tu nous dis. Et les mecs font des sacs, des remplissages de sacs et ensuite ils les étiquettent, et l'opérateur le fait de manière unitaire. Mais non, il le fait par lot, justement. Voilà, c'est ça le truc. Il le fait par lot. Je crois que tous les 40 sacs, il s'arrête et il étiquette les 40 sacs. Et elle observe, elle fait des analyses, enfin tu vois, elle fait de l'amélioration continue. D'abord tu observes, tu comptes, et elle se rend compte que il pourrait gagner beaucoup de temps si jamais il faisait l'étiquetage de manière unitaire. Le sac se remplit, étiquette, le sac se remplit, étiqueté, ainsi de suite, plutôt que de faire par lot. Sauf que du coup, quand elle a observé ça, etc., au début, elle commence à le proposer au mec et il lui dit non. Et il lui dit non. En plus, c'est génial. Il lui dit non. Il lui dit ben non, écoute, je pense pas que ce soit plus rapide. Et en plus, tu vois, il lui dit même pas que son idéal est nul ou quoi. Il lui dit écoute, moi, je préfère faire par lot parce que je pense que ça fait gagner du temps à la boîte et que je vais plus vite. Tu vois. Et du coup, donc elle dit bon ben ok, d'accord. Et donc elle peut pas, tu vois, il veut pas le faire. Et elle se dit mais en fait, j'ai pas la vérité. S'il faut, il a raison. Moi, je pense que ça. Donc, je vais mesurer. Et donc, elle lui dit, écoute, vas-y, est-ce que ça te dit, on fait un test, on fait un jeu, ça coûte rien. Pendant 1 heure, tu fais ta méthode. Pendant 1 heure, tu fais la mienne et on voit le rendement qui est le mieux. Et du coup, là, elle mesure, tu vois, et elle compte, et on compte le nombre de sacs, chronométrés, etc., machin. Et là, c'est factuel. Comme tu dis, objectivité. Ben oui, effectivement, elle avait raison. Quand on fait par unitaire, c'est plus rapide parce que quand on fait par lot, il arrête la machine, il redémarre, machin. Enfin, il y avait plein de raisons à ça. Et lui, l'opérateur, moi, c'est sa réaction que je trouve géniale. Quand il a vu du coup les chiffres, et ben en fait, il s'est dit ah ben merde, ah ouais, effectivement, parce qu'il a dit putain, moi j'étais persuadé depuis tout ce temps, et je le faisais pour ça en fait. Je le faisais parce que je pensais vraiment que je faisais plus de sacs comme ça. Et du coup, si voilà, j'adore ton exemple. J'adore ton exemple parce que là on est vraiment dans le cœur de notre conviction. C'est de dire quand on accompagne un client, on va pas forcément aller dire voilà, faut faire ça. Il y a qu'à Faucon, on est expert, ouais. On a identifié et évidemment qu'on a identifié des axes, mais on a identifié exactement là où il fallait améliorer les choses. On a tout mesuré, on sait que c'est là, appliqué et puis tout se passera bien. Ça, j'ai envie de dire, c'est ce qui se passait il y a peut-être une dizaine d'années, mais aujourd'hui c'est pas ça. Pourquoi ? Parce que le meilleur moyen, et c'est pour ça que nous on fait maintenant du coaching quand on parle d'accompagner les clients et améliorer la performance, on est inévitablement dans de l'accompagnement et du coaching managérial, parce que au-delà de leur dire que nous on est experts et qu'on a vu, faites-nous confiance, ils vont absolument pas nous croire. Il faut surtout leur faire prendre conscience. Quand c'est eux qui ont pris conscience de nos constats, ben les choses sont beaucoup plus claires et surtout ils y adhèrent. Et c'est ça le point clé, c'est faire adhérer nos interlocuteurs aux axes d'amélioration qu'on veut leur faire établir. Quand on fait un diagnostic, nous souvent, alors je passe les exemples sur vraiment la partie lean, mais je vais prendre un exemple, par exemple sur l'aspect comportemental. Quand on va accompagner un manager de proximité pendant un diagnostic, on va l'accompagner pendant son poste, de la prise de poste à la fin de son poste, et on va bâtonner ses catégories d'activité pendant tout le poste. Ok. Et à la fin du poste, on va lui dire, écoute, voilà, on a assisté à tout ton poste, et sur tout ton poste, il y a des catégories qu'on a établies, des catégories qu'on appelle de la supervision active, des catégories que l'on appelle, je vais revenir là-dessus, des catégories que l'on appelle de la supervision plus passive, en mode pompier, des catégories que on va appeler formation, etc., etc. Et en gros, à la fin,
après leur avoir bien expliqué ce que représente chacune des catégories, on leur dit, à ton avis, tu as passé quelle part de ta journée Ça, j'adore. sur de la supervision active, quelle part de ta journée à faire du pompier, quelle part de ta journée à faire de l'administratif, etc., etc. Ça, j'adore. Tu mets le doigt sur un sujet qui me passionne. J'ai rencontré un jour un marketeur comportemental neurologue qui nous expliquait que les êtres humains sont des créatures émotionnelles et non pas rationnelles. Et que malgré tout ce qu'on peut croire, et ça concerne 100% des gens qui nous écoutent et tous les gens que je connaisse, on est des créatures émotionnelles. Et ça rejoint totalement ton exemple, je suis à fond d'accord. Et on croit qu'on sait compter les choses, mais on ne réagit que par de l'émotion. Et le truc, des exercices que j'adore, je sais pas si tu l'as fait quand t'étais gamin, c'est la maîtresse te dit, pendant 1 minute, vous allez rester assis, sans parler, sans bouger. Ça a été la minute la plus longue de toute ma vie. et du coup, je t'invite à continuer ton exemple, mais j'adore ça. C'est vraiment, on n'est pas des créatures qui savent compter. On est très mauvais à compter, en fait. Nous, on est dans l'émotion. 1, ça peut représenter 1 million, et 1 million, ça peut représenter 1 pour nous. On est émotionnel. Oui, on est émotionnel. Et puis, il y a aussi la notion de, on pense faire bien les choses. Et on veut faire bien les choses, mais on pense le faire bien. Et c'est là où, quand on fait un diagnostic et qu'on veut que ce diagnostic ait de l'impact et que derrière nos interlocuteurs soient convaincus, bah c'est de leur faire comprendre que c'est pas juste une vue de l'esprit. On vous a accompagné et vous pensez ça et voilà les chiffres. Et quand ensuite on balance les chiffres, j'ai pas vu une seule situation où le chef d'équipe n'a pas été surpris en disant ah bon. À chaque fois, ils sont je pensais pas faire autant de pompiers. Ah bon, alors attends, du coup, c'est quoi les différents? Tu disais il y a management actif, c'est ça? Donc la supervision active, c'est comment en tant que manager j'anticipe les problèmes. Donc toutes les tâches qui sont en lien avec de l'anticipation de problèmes, donc toutes les tâches qui sont sur de l'identification et de la gestion de risques, c'est de la supervision active. Donc ça c'est de la prévention, c'est quelque chose de positif. Exactement. J'imagine. Exactement. Très positif, ok. Concrètement, donc j'imagine que ça ils pensent en faire beaucoup. C'est ça. Concrètement, la supervision active, c'est de dire j'attends pas que le problème arrive. Je vais à la rencontre de mes interlocuteurs, de mes employés, de mes opérateurs pour qu'ils me disent, pour qu'ils m'expliquent si ils ont identifié des risques ou des problèmes à venir. Ouais. Genre donc, par exemple, ouais. tu vois la pile de bois qui arrive à la fin, où tu sens que t'anticipes que tu viens de recevoir une grosse commande et que l'approvisionnement classique de bois que vous faites va pas suffire. Ah mais non, remarque non, du coup non, ça marche pas là, c'est du. Non, si tu veux un exemple, c'est par exemple je suis chef d'équipe, je vais voir mes conducteurs, mes opérateurs et puis ils vont me dire tiens là sur la filmeuse, on commence à avoir un décalage de 2-3 mm par rapport au nominal. Bon, ça passe encore, hein, mais si on fait rien, dans 2 heures, on va avoir un arrêt de ligne. Ouais, ok, d'accord. Et donc du coup, tu t'anticipes une maintenance qui n'était pas prévue. Exactement. Et tu l'as fait venir avant, ouais. C'est ça. Et donc la plupart du temps, ils pensent qu'ils font de la supervision active parce que ils se disent moi mais quand on vient me voir et on me dit que la machine est à l'arrêt, je gère le problème. Oui, mais c'est le gérer. Mais c'est du pompier. On est déjà en train de compter les morts. Donc supervision active, donc je fais du préventif, j'anticipe les problèmes et donc du coup, je vais perdre beaucoup moins de temps sur ma production parce que un problème qu'on règle en avance, on perd toujours moins de temps qu'un problème quand la machine est à l'arrêt qu'on doit régler dans l'urgence. Exactement. Ensuite, il y a pompier. Et après, il y a quoi d'autre comme autre temps? Enfin, après, tu as du temps de formation. S'ils sont en train, par exemple, de former un conducteur ou d'accompagner un conducteur sur une nouvelle compétence. Donc ça, voilà, c'est nécessaire aussi. Après, tu as du temps administratif. Et ça veut pas dire qu'il faut pas de temps administratif, hein, mais après tout dépend de la part. En fait, c'est surtout l'équilibre entre les différentes catégories qui est important. On n'est pas en train de dire qu'il faut réduire le pompier à 0, réduire l'administratif à 0, mais la plupart du temps, c'est la supervision active qui est sous-estimée ou sous-employée.
Alors que Ouais. c'est là qu'on va aller chercher toutes les causes de non-valeur ajoutée. Et là, tu vois, je te fais le parallèle avec le Lean. Si on fait de la supervision active, ça veut dire qu'on anticipe les problèmes. Si on anticipe les problèmes, on diminue la non-valeur ajoutée que l'on va rencontrer dans sa journée. Et si on diminue la non-valeur ajoutée, ça veut dire qu'on augmente proportionnellement la valeur ajoutée. Et donc, en termes de Lean, le client, c'est pour ça qu'il nous paye. Non, et puis comme tu le dis, c'est pas pour dire qu'il faut faire plus de l'un ou plus de l'autre. C'est déjà pour dire, regarde, ta journée réellement, qu'est-ce qu'elle est? Parce que le premier changement, c'est le changement humain. Il faut déjà que l'humain, il ait conscience de ce qu'il fait réellement. Absolument. Parce que c'est ça, je trouve cette méthode, elle est géniale, elle est drastique, et j'imagine qu'il y en a beaucoup qui pensent faire beaucoup plus d'actifs que de pompiers. Et après, quand tu refais, parce que du coup, tu imagines que tu refais le fil de leur journée avec eux après. Oui, absolument. Et parce que j'imagine que quand tu montes ces chiffres-là à un manager, il y a débat. il va dire, attends, montre-moi, que je valide parce que je veux être sûr, machin, ok. Et donc, du coup, vous allez argumenter, discuter. Et c'est là où, du coup, les mecs se rendent vraiment compte, ah oui, c'est vrai, oui, ça, c'est vrai que c'est du pompier. Enfin, du coup, ouais. Ah ouais, putain, ça, je le fais tous les jours, et ça. Et puis ce que j'aime bien aussi mettre en avant, au-delà des chiffres, parce que bon, les chiffres c'est une chose, et puis bon, on fait vraiment le suivi à la minute, donc il n'y a pas grand-chose qui nous échappe quand on fait ce genre de diagnostic. Mais ce qui est encore plus important, parfois, c'est de leur faire réaliser qu'il y a des actions qu'ils ont faites qui ne sont absolument pas nécessaires. J'ai un exemple, un chef d'équipe que j'ai accompagné sur son poste, il a passé, de mémoire, 40 minutes sur de la recherche de rouleaux adhésifs. Mais il s'en est pas rendu compte. Pourquoi? Parce que l'opérateur vient le voir, lui dit tiens, j'ai plus de scotch rouge sur mon poste. Et puis le chef d'équipe, ok, je m'en occupe, je gère. Et du coup, il a passé beaucoup de temps à se déplacer pour aller chercher ce rouleau adhésif à différents endroits où il n'était pas. Et en compilant tout ce temps de recherche, il a mis 40 minutes. Donc 40 minutes pour aller chercher un rouleau de scotch. Alors que c'est quelque chose, il suffit de bien s'organiser. Il faut avoir des emplacements qui sont dédiés et puis au-delà du fait que ce soit au chef d'équipe, c'est au conducteur d'aller chercher lui-même ce rouleau adhésif. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Il suffit de mettre un exemple qui est hyper, on va dire, factuel et en même temps, là, tu vois, ça nous fait sourire. Le chef d'équipe, ça l'a fait sourire aussi après coup, mais sur le moment et dans leur quotidien, il y a beaucoup de choses comme ça qui deviennent normales, qui sont normales. J'adore cet exemple. Je trouve qu'il est génial parce que d'un côté, je vois la situation. Tu vois, franchement, quand tu l'as dit, j'avais l'impression d'être ce mec-là dans l'usine qui dit non mais attends, là il faut du scotch. Enfin, il faut le trouver, ce putain de scotch. Et je l'imagine en plus, tu vois, aller le chercher pour rendre service en plus, et du coup rencontrer d'autres problèmes, perdre. Je vois le truc, quoi. Et en plus c'est vrai que c'est marrant. J'imagine que quand on discute après en fin de journée, je suis sûr qu'en plus quand tu fais ça que sur une journée, à mon avis, il faut le refaire parce que je pense que j'aurais été de mauvaise foi il y a quelque temps à dire oui, non mais ça arrive pas tous les jours non plus. Mais on est d'accord. Et ça on le dit aussi, c'est qu'un échantillonnage, c'est une photo à un instant T. Ouais. C'est comme un audit, c'est comme enfin voilà, il y a plein d'exercices comme ça. Peut-être. En vrai, néanmoins, franchement, ça veut dire que si la situation se répète, il refera la même chose. Voilà, et oui. C'est là où de toute façon il y a quelque chose à faire. On n'est pas en train de dire que c'est la réalité de tous les jours, mais on est en train de dire que le réflexe n'est pas forcément le bon. Ouais. Puis moi j'ai tendance à dire que quand un truc arrive comme ça, de manière aussi naturelle, dans un environnement dans lequel t'es tous les jours, et que vraiment de manière naturelle tu le fais, c'est que c'est un truc récurrent.
C'est, je pense que peut-être pas tous les jours, mais il y a une récurrence. Et tu vois, ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler parce que tu vois, quand de manière aussi naturelle et symptomatique, parce que je suis sûr que ce qui est génial, c'est que toi, tu dois être à côté, tu vis la scène où le manager, il a pas réfléchi une seconde. Il a dit, Oui, ok, j'y vais. bien sûr. Il y a même pas eu, tu vois, moi, j'ai vécu un autre truc comme ça. Je veux bien que tu l'analyses. Et je pense que ça va te faire sourire. Donc, du coup, tu le sais, tous nos auditeurs le savent. Nous, on fait des boutons poussoirs pour faire du bâtonnage et du chronométrage. Donc, c'est des boutons. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est des super boutons. On peut les utiliser avec des gants, avec de l'huile, bref. Et ça facilite la remontée de données terrain pour compter. Un jour, on amène une dizaine de boutons à un de nos. Je me souviens, c'était un de nos premiers clients. Et on est dans le bureau à l'étage. Bon, ça pourrait faire un autre débat. On va pas commencer là-dessus. On est avec 3 managers et j'ai les 10 boutons et ils décident de les coller sur, tu sais, les plaques en bois A4 que des supports pour écrire que tu utilises pour les feuilles. Ouais. Et ils les collent pas justement. Ils commencent eux à les positionner. Tu vois. Et ils les mettent d'une certaine manière, mais c'est pas eux qui vont cliquer dessus. C'est l'opérateur qui est en bas, il est pas avec nous dans la salle. Bref, on reste 10 minutes dans la salle et on descend et on commence à montrer à l'opérateur. Heureusement, ça c'est un truc que je conseille à tous mes clients maintenant, c'est lui qui avait écrit la liste des problèmes à mesurer. C'est des problèmes très métiers qu'il rencontrait tous les jours. Et là, il se passe une scène, j'avais l'impression d'être au théâtre, c'était beau. Tu as l'opérateur, devant lui un pupitre, en face de lui, un de ses managers, son manager direct, je crois, le chef d'équipe. Entre les deux, le chef d'équipe, il a posé la plaquette de boutons qui sont pas encore collés, d'accord ? Oui. Et que eux, dans le bureau, ont organisé d'une certaine manière. Il la montre à l'opérateur, et là, sans aucun mot, sans aucun bruit, l'opérateur prend des boutons et commence à les réarranger, d'accord ? Normal ? Sans aucun bruit, son chef d'équipe en face de lui reprend les boutons qu'il vient de déplacer et les remet à sa place. Sans aucun bruit, toujours. L'opérateur, avec des hochements de tête de non, remet les boutons et il se passe un jeu d'échecs, c'est un jeu de dames, où il bouge les boutons comme ça, pour que, à un moment donné, je pense pas le directeur, mais on va dire là c'était l'opérateur, son chef d'équipe et le manager au-dessus, disent au chef d'équipe, attends, non, mais arrête. Laisse, j'ai oublié son prénom, l'opérateur, je suis désolé, je m'excuse. Laisse Michel, on va dire qu'il s'appelait Michel. Laisse Michel faire, c'est lui qui va les utiliser. Et là, le chef d'équipe s'est reculé et a laissé, et l'opérateur les a mis comme il voulait. Toi qui fais du coup du management humain, qu'est-ce que t'en penses de ça ? Mais j'en pense que dès le début, en fait, dès le début, encore une fois, tout à l'heure, on parlait de l'exemple de, on veut que nos interlocuteurs, que nos managers ou opérateurs adhèrent à une démarche. Ouais. La meilleure manière de les faire adhérer, c'est de les faire participer, et plus que de les faire participer, là on parle des boutons déclic, c'est eux qui sont les mieux placés pour savoir justement où placer exactement ces boutons et pour quel type d'opération. Après, ça ne veut pas dire que ça affranchit le manager de tout esprit critique, hein, bien sûr, mais on est très souvent dans une approche top-down chez nos clients. Donc, la direction décide et ça va jusqu'à l'opérateur. Parfois, il faut. Mais quand on est dans des démarches d'amélioration et qu'on veut mettre en place un changement pérenne, c'est absolument nécessaire que ça vienne du terrain, que ça vienne des observations. Souvent, on demande aux managers de faire ce qu'on appelle du Gemba Walk, c'est-à-dire aller vraiment sur le terrain, accompagner leurs opérateurs dans les problèmes qui remontent pour voir de quoi il s'agit. C'est exactement ça. Et ton bouton déclic, il sert à ça. Il sert à permettre à l'opérateur de remonter exactement. C'est comme si on lui disait, tiens, prends le micro. Par contre, dès que tu dis un mot qui ne nous plaît pas, c'est coupé au montage. Et après, on s'étonne qu'il ait plus envie de parler. C'est impossible. Mais tu sais, maintenant, ça fait partie de nos recommandations maintenant à tous nos clients. On leur dit, il y a 3 règles d'or pour les boutons déclic. La première, c'est celui qui appuie sur le bouton qui décide ce qu'on écrit sur le bouton.
et qui décide aussi où on le met. Ça peut paraître bête, tu vois, mais quand on a des managers des fois qui nous envoient des listes de boutons, moi la première question que je leur demande c'est qui a écrit la liste. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut être le manager peut en avoir écrit certains, mais si jamais le mec ou la meuf va appuyer sur les boutons n'a pas écrit la liste, je dis déjà tu pars mal. Oui, et puis souvent peut-être que les auditeurs ont identifié le sujet, mais ce qu'on dit peut-être pas souvent, c'est que les grandes lignes, les grands problèmes, les arrêts qui causent le plus de perturbations, ça les managers ils le savent, ils le connaissent. Ouais. Ce qu'ils connaissent moins, ce qu'ils savent moins, c'est tout ce qui est problème intermittent ou récurrent, des micro-arrêts qui reviennent souvent, mais pas assez longtemps mais qui durent pas assez longtemps pour qu'ils fassent une vraie résolution de problème. Mais l'opérateur qui lui est tous les jours à son poste, matin, après-midi ou nuit, en fonction des rotations qu'il a, rencontre continuellement le problème, même si c'est pas longtemps. Bah c'est un irritant, mais il y a que lui qui sait, on dirait, qui sait le piéger, on va dire. Le manager, ça va pas arriver jusqu'à lui. En tout cas, il va prioriser, et on le comprend, il va prioriser par les temps d'arrêt les plus importants. Sauf qu'il y a les temps d'arrêt importants, et puis il y a les irritants. Les irritants, ça joue aussi sur le moral et sur le sens que l'on veut donner aux employés. Un opérateur qui vient au quotidien et qui se dit bon, je sais que je vais avoir un problème d'étiqueteuse, je sais que je vais avoir un problème de décalage film, je sais que je vais avoir un problème peu importe le problème, et que personne va le résoudre, même si ça dure pas longtemps. Lui, à chaque fois, ça remet une couche sur son moral. À chaque fois, il dit bon, j'ai encore débrouillé le truc, mais je commence à en avoir marre. Donc après, c'est pas la peine de lui parler de chiffres si on lui demande pas à lui, c'est quoi tes irritants et comment on peut aller les piéger. Je te parle d'expérience là. Tous ces irritants dont tu parles, d'expérience avec les boutons, et ça c'est des retours clients, des vrais retours terrain clients qu'on a, c'est des millions d'euros de perdus, de chiffre d'affaires. C'est des dizaines et des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires perdus pour des micro-arrêts et des irritants, comme tu dis. Moi, ces irritants, je le vois sur le terrain, t'as raison, ils vont nuire au moral, mais ils nuisent aussi de manière significative à la productivité de l'usine. Exactement. Et Justin, c'est parce qu'ils sont tout petits, quoi. Mais c'est hyper important, et c'est pour ça qu'on a fait des boutons. D'ailleurs, la deuxième chose, tu vois, la deuxième règle qu'on a, nous, qu'on dit à tous nos managers, j'imagine que toi tu dois le dire aussi dans tout ce que tu fais, c'est montrer les données aux opérateurs. Tu vois, si tu avais bâtonné ton mec toute la journée et que tu lui montrais pas les données à la fin, ça n'a aucun intérêt. Bien sûr. Et puis le dernier, c'est laisser, c'est pas vos boutons, en fait, c'est pas votre outil, c'est pas vos outils. Laissez au terrain. Si jamais les opérateurs vous demandent d'enlever un bouton parce qu'il sert à rien, enlevez-le. S'ils vous demandent de modifier le nom d'un bouton, modifiez-le. C'est eux qui ont le dernier droit de vote, en fait. Et c'est comme ça que vous engagez les équipes et que vous comptez vraiment les vrais problèmes, en fait. Absolument. On arrive à la fin du podcast. C'est toujours trop court. Déjà. Je crois qu'on peut parler pendant 3 heures encore. C'est toujours comme ça, tu sais. Est-ce que t'as un petit coup de gueule pour l'industrie, et tu peux diriger ton coup de gueule si tu veux vers certains types vers des métiers, vers des types d'industrie, vers n'importe quoi. Est-ce que t'as un coup de gueule pour l'industrie en France? La France entière t'écoute. Alors, j'ai un coup de gueule, j'en ai plusieurs, mais on va essayer de synthétiser. J'ai un coup de gueule sur l'industrie et principalement sur le fait qu'on continue à investir dans les machines et on investit rarement de manière équivalente dans l'humain. Ah, amen. Alors là, amen, je t'écoute. Et quand je dis investir dans l'humain, c'est pas juste faire des micro-événements ou des formations pour dire qu'on a mis l'accent sur les compétences de nos collaborateurs, etc. Investir dans l'humain, c'est mettre autant de sous dans l'humain que l'on met dans le renouvellement des machines. Quand on veut accompagner des managers de proximité pour que demain
ils montent d'un niveau, qui permettent à tout le monde de remonter d'un niveau et qu'on veut qu'ils aient de manière pérenne adopté de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, et ça a un coût. C'est pas juste on fait une formation en salle et puis basta, on y va, vous êtes formés, allez-y. Investir dans l'humain, c'est vraiment mettre des sous dans un accompagnement, et après encore une fois que ce soit un accompagnement en interne ou en externe, mais avoir vraiment le temps qui soit passé à observer et à débriefer avec les différents managers de proximité dans leur quotidien. Le truc que je vois souvent, c'est des managers qui font des points peut-être annuels ou biannuels sur la performance de leurs collaborateurs, de leurs chefs d'équipe. Mais j'ai envie de dire aussi aux différents responsables de prod, aux différents directeurs de site, c'est trop peu. Et il faut voir sur le terrain comment ça se passe. Moi, la plupart du temps, quand on accompagne des chefs d'équipe, on entend les directeurs de production nous dire mais vous me l'avez changé, comment ça se fait? Et en général, notre réponse c'est non, on vous l'a pas changé. C'est juste que on lui a permis de révéler son potentiel, mais ça jusque-là vous le voyiez pas parce que vous ayez 1 point ou 2 points par an. Ben oui. Donc tout le monde parle d'humain et y compris dans des cabinets de conseil, tout le monde parle d'humain. Moi, mon coup de gueule, c'est arrêtez d'en parler. Faites-le, investissez dedans. Déjà, le tips, il est bien, tu vois. Vos points annuels, c'est n'importe quoi. On fait pas un point annuel. Il faut, mais non, mais on en fait plus. Vous passez plus de temps à entretenir vos machines qu'à entretenir vos hommes, quoi, en fait. C'est ça. Et puis oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un bon coup de gueule. Ils sont bien les coups de gueule. J'aime bien les coups de gueule. Je trouve il y a des bons messages qui passent. Est-ce que tu as quelque chose à nous recommander, à lire, voir, écouter? Donc ça peut être une vidéo YouTube, même une vidéo TikTok, un compte TikTok, soyons fous, allez, ou alors un livre ou un podcast ou un film ou n'importe quoi qui parle du lean et que tu trouves qui est intéressant. Moi je vais te parler d'un bouquin et tu vas voir que c'est vraiment en lien avec tout ce qu'on s'est dit. Le bouquin, il s'appelle Devenir un leader lean avec un sensei. Devenir un leader lean avec un sensei. Ok, je l'ai. Il est je pense que ça va être un nom japonais, ça. Alors, j'ai plus le nom de l'auteur en tête. Mais c'est un, comment dire? Le titre, en fait, il donne tout déjà. Dans le titre, on a compris que faire du lean, pour faire du lean, faut être leader. Quand je dis être leader, c'est pas dans le sens je suis premier de la classe, hein. C'est être leader dans le sens j'ai envie d'emmener les gens dans le changement que j'établis. C'est pas juste j'ai mon expertise, je sais qu'il faut faire ça, j'envoie une liste de plans d'action et on y va. Non, c'est être leader. Donc devenir un leader lean, ça c'est important. Et avec un sensei, c'est la notion d'être coaché, d'être accompagné. C'est vraiment je dirais le cœur du lean, d'apprendre une méthodologie, mais derrière c'est la mise en pratique avec des gens. Et c'est être accompagné pour savoir qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Et en quelques mots par rapport à nous, notre positionnement chez Kaizenway, sans vouloir paraître prétentieux, ce que nous on veut faire, c'est être chez nos clients le chaînon manquant. Le chaînon manquant, c'est d'être là où nos clients structurellement et historiquement ne savent pas être, c'est-à-dire être le sensei, être le coach qui va aller accompagner leur responsable lean, leur manager de production dans leur quotidien. Il est évident que c'est pas un directeur de site ou une directrice de site ou un directeur de production qui va pouvoir accompagner un chef d'équipe à sa prise de poste pendant ses tournées de terrain pour observer ses interactions avec ses conducteurs, ses opérateurs. Alors que c'est absolument nécessaire pour leur donner un feedback, pour les faire progresser. Donc c'est là où la notion de sensei est importante. Je te rejoins totalement et j'ai une analogie, une comparaison hyper forte à ça. C'est tu regardes toutes les équipes de foot, le nombre de coachs, de consultants qu'ils ont, c'est
Et c'est pour ça, parce que du coup, ils visent l'unicité et l'excellence dans la production d'un match de football, quoi. Et donc du coup, c'est normal, je pense, de s'entourer et c'est une très bonne chose. Et du coup, devenir un leader lean avec un sensei. Et la suite du titre, c'est apprendre à voir et agir sur le terrain pour créer une valeur durable. T'en parlais tout à l'heure. Ouais. C'est vrai que ça, c'est hyper important. Ça fait 50 minutes que je te bombarde de questions, Eric. Est-ce que tu as une question pour moi? J'ai une question pour toi, Arnaud. Comment ça va vraiment? Non, ça, non, j'ai une question, c'est avec tous les podcasts que tu as fait et avec tous les interlocuteurs que tu as interviewés qui sont dans notre secteur, dans notre domaine, c'est quoi ton retour d'expérience? Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Putain, du coup, faut que je réfléchisse là. D'habitude, qu'est-ce qui me marque le plus? Moi, la chose qui me marque le plus, elle va un peu avec ton coup de gueule. Moi, le truc qui me marque le plus aujourd'hui dans l'industrie en France, de manière générale, aussi bien dans des PME que dans des grands groupes, c'est que il y a une course à la digitalisation. Oui. On veut des machines connectées, on veut des données sur le cloud, on veut des MES. Tu vois, j'entends tous mes clients, tous mes prospects dire oui, mais non, nous on a un super projet MES, machin, etc. Et ce qui me choque le plus, moi, c'est que j'aime bien l'histoire et l'histoire elle se répète. Et on a déjà fait cette erreur-là dans l'industrie. Ça s'appelle ERP. Et on a fait cette erreur-là dans les années 90-2000. Ça a été une horreur. Je connais personne qui est content de son ERP. Je connais personne qui kiffe son ERP, qui trouve que c'est un vrai outil différenciant qui l'aide. Alors que par contre, à contrario, tu vois, toutes les startups que je connais comme nous, elles kiffent tous les outils digitaux qu'elles ont mis en place. C'est des vrais outils qui nous aident à être plus compétitifs, plus rapides, meilleurs, etc., qui font une vraie différence sur le business de la production de ce qu'on fait. Et je connais aucune industrie, aucune usine qui est super contente de ces outils digitaux, et je les vois toutes le subir. Et ce que je vois en ce moment, qui m'attriste vraiment, c'est que on est en train de refaire la même erreur. On est en train de refoutre, et c'est juste qu'on a changé le nom. Ça s'appelle plus ERP, maintenant ça s'appelle MES, ou ça s'appelle, ça a plein de noms. Mais en gros, on fait la même erreur, et sous prétexte que c'est dans le cloud, et ben c'est bon, on a réglé tous les problèmes. Et moi, ça me fait un peu mal, parce que je vois les gens sauter à pieds joints dedans, et en fait, je vois surtout des directions d'usines sauter à pieds joints dedans, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait. Ils ont la tête bien faite, ils sont pas cons. Et ils se disent que si jamais ils ont des données dans le cloud analysées avec de l'IA, machin, etc., ben, ça va optimiser leur usine. Tu vois, un peu comme quand je ferai un 5S. Sauf qu'ils oublient un tout petit détail, ben, c'est l'humain qui est derrière, tu vois. Et moi, un des meilleurs exemples que j'ai, c'est on met en place un super MES, super nouvel outil digital connecté, machin, on fout des tablettes partout. Ouais, sauf que sur le terrain, les mecs, les tablettes, ça marche pas parce qu'ils ont des gants. Les tablettes, ça marche pas parce que ils ont les mains pleines d'huile, il y a de l'eau, machin, etc. Tu vois. En fait, et c'est ça que je trouve ça extraordinaire. C'est la deuxième fois que je vois l'industrie faire ça. La course au digital en oubliant le bon sens terrain. Et alors que je vois les startups faire tout l'inverse, mais être beaucoup plus digital. Et donc, et je comprends pas en fait pourquoi un secteur y arrive entre guillemets, et pourquoi un secteur y arrive pas. Je commence à avoir des éléments de réponse, mais ça reste pour moi quelque chose qui m'attriste beaucoup encore. Et du coup, je lutte pour que, en fait, je lutte pour qu'il y ait du digital. Qui soit utile et qui soit utile. En fait, c'est ça. Moi, ma lutte, c'est si vous donnez des outils digitaux ou pas, d'ailleurs, on s'en fout, qui sont utiles pour le terrain, et ben, c'est sûr à 100%, ça va augmenter la performance de votre usine et ça sera utile pour la direction.
Sûr à 100%. Je suis sûr, aucun contre-exemple à ça. C'est clair. C'est clair. Et c'est clair. Et donner des outils, c'est une chose. Accompagner la transformation, parce que c'est une transformation, c'est important aussi. Et effectivement, quand plus on est sur des systèmes complexes, quand on parle de MES par exemple, c'est on s'en rend pas compte, mais mettre en place un MES sans une réflexion, on va dire aboutie et un accompagnement abouti, parfois ça peut mettre des choses par terre. C'est le risque que certains ne voient pas. Moi, j'ai vu des choses hallucinantes. Les mecs, ils ont un MES, ils ont un super système machin avec des capteurs et tout. Sauf qu'en fait, voilà, ça a pas été fait pour le terrain, ça n'a pas été pensé pour le terrain. Résultat, ils font quoi? Ils continuent à faire tous les relevés papier et à les re-rentrer eux-mêmes dans l'ordinateur. Oui. Voilà. Et là, tu te dis, mais combien de millions d'euros ont été gaspillés? Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit donner des outils. J'ai pas dit imposer. J'ai dit donner. Tu vois. Et vraiment, je te rejoins à 100% là-dessus. C'est demander à vos équipes ce qu'ils veulent et laissez-les décider. Je vous promets que vous allez éclater vos scores de performance et que vous allez devenir, mais ça va être extraordinaire. C'est ce manque d'empathie et d'écoute, en fait, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. On est en phase. On arrive à la fin. Merci Eric pour ce bon moment. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Si vous voulez poser des questions à Eric, n'hésitez pas à le faire sur le post LinkedIn ou à lui écrire directement, je pense sur LinkedIn. Il sera disponible. Je redis le livre que nous a conseillé Eric, qui est Devenir un leader lean avec un sensei. Apprendre à voir et à agir sur le terrain pour créer une valeur durable. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions en commentaire, si jamais vous connaissez quelqu'un qu'on doit absolument interviewer, s'il vous plaît, taguez-le dans les commentaires, envoyez-le-moi en message privé. Et je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Eric. Merci Arnaud. Salut. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Déclic du Lean. Si vous souhaitez échanger avec notre invité, n'hésitez surtout pas. Il va y avoir ses coordonnées en description et vous pouvez le ou la contacter directement sur LinkedIn. Si vous souhaitez participer à un épisode du podcast du Déclic du Lean, je vous invite à me contacter soit sur LinkedIn ou à m'écrire directement par email arnaud@declic.fr, DECLIQE. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur nos boutons et sur ce qu'on fait dans les usines, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet declic.fr ou sur LinkedIn. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le Lean dans les usines.